Bonsoir. Joe Biden a souvent dit qu'il augmenterait les impôts des entreprises, mais selon un nouveau rapport d'un groupe de réflexion, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'économie, d'autant plus qu'elle tente de se remettre de la pandémie. Le président Biden et certains législateurs du Congrès proposent plusieurs changements au code des impôts du pays. L'un d'eux consiste à augmenter le taux d'imposition des sociétés de 21% à 28%. Selon la Fondation fiscale, l'augmentation des impôts supprimerait plus de 150 000 emplois, réduirait les salaires de 0,7% et la production économique à long terme. Une grande part de cette augmentation des taxes affectera les salaires des travailleurs. Et elle affectera la retraite et les comptes d'investissement des citoyens ordinaires. Environ 40% des actions des entreprises sont détenues par des ouvriers et la classe moyenne américaine. Donc ils verront la valeur de ces comptes régresser si les taux augmentent de façon importante. Après les réductions d'impôts en 2017, les entreprises grandes et petites ont été incitées à faire des investissements à long terme et à augmenter les salaires de leurs employés. La Fondation fiscale a déclaré que ce virage à 180 degrés de la politique fiscale provoquerait une incertitude chez les entreprises qui les empêcherait d'investir. Il entraînera également une baisse d'environ 1,5% du revenu après impôt pour les 20% des personnes ayant les revenus les plus bas. Donc, bien que cela ne semble pas beaucoup en termes de pourcentage, c'est en fait assez important pour une personne à faible revenu, qui a potentiellement souffert tout au long de la pandémie et qui a essayé de se maintenir à niveau et d'améliorer sa vie en sortant de la pandémie et en maximisant ses opportunités professionnelles. Selon la Fondation fiscale, le but de son rapport est de mettre en garde les responsables politiques contre les mauvaises idées, mais qu'il contient également de bonnes idées qui pourraient susciter un intérêt bipartite à long terme. Notre conseil aux responsables politiques est de ne pas se précipiter dans les augmentations d'impôts afin de garantir que nous puissions avoir une reprise solide, ce qui serait vraiment important au cours de l'année prochaine alors que la situation de la santé publique s'améliore et que les gens retournent au travail et que l'économie se rétablit. L'augmentation des impôts permettrait de lever plus de 800 milliards de dollars de recettes fiscales au cours des 10 prochaines années. La Fondation fiscale pense que ces recettes seront consacrées à des dépenses supplémentaires en matière d'infrastructures et de recherche-développement. Vendredi, le Pentagone s'est défendu contre les critiques liées aux récentes frappes aériennes dans l'est de la Syrie. Il affirme que ces frappes étaient nécessaires alors que les législateurs réagissent. Le Pentagone a confirmé que 2 avions de l'US Air Force ont largué 7 missiles sur la Syrie, détruisant complètement 9 installations et endommageant 2 autres du côté syrien de la frontière syro-irakienne. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que ces installations étaient un point de contrôle d'entrée pour les terroristes et qu'elles appartenaient à un groupe armé soutenu par l'Iran. Cette déclaration fait suite aux récentes attaques à la roquette sur l'aéroport d'Erbil, en Irak, qui ont tué un civil et blessé 5 Américains. Selon Kirby, cette décision est justifiée par le droit international des Nations Unies qui permet au pays d'agir en légitime défense. Comme nous l'avons dit clairement hier soir, et je pense que par le biais du décret du président Biden, il a précisé que les États-Unis agiront pour protéger le personnel américain et de la coalition ainsi que nos intérêts de sécurité dans la région. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a également déclaré que les frappes étaient des actes de légitime défense. Elle a qualifié la frappe aérienne de nécessaire et proportionnée. Kirby n'est pas entré dans les détails de la menace exacte à laquelle l'Amérique était confrontée. Nous sommes convaincus qu'il s'agissait de cibles légitimes utilisées par des groupes associés à ces récentes attaques. La Russie a affirmé que les États-Unis ne leur avaient donné que 4 ou 5 minutes d'avertissement avant les frappes, pas assez de temps pour réduire le risque d'affrontement des forces des 2 pays dans les airs. L'administration Biden est également critiquée par certains démocrates. La représentante Ilhan Omar a dénoncé cette décision, déclarant qu'il est inconstitutionnel d'utiliser une action militaire dans un pays où le Congrès n'a pas autorité de guerre. Elle a fait référence au tweet de Psaki de 2017 qui demande quelle est l'autorité légale en cas de frappe. La Syrie a un dictateur brutal, mais c'est un pays souverain. Les sénateurs Tim Kaine, Chris Murphy et Bernie Sanders, ainsi que la représentante Ro Khanna, ont fait écho à ce sentiment, affirmant que le Congrès a le pouvoir de lancer une action militaire et non le président seul. Mais plusieurs dirigeants républicains, dont French Hill, Michael McCall, Marco Rubio et Lindsey Graham, ont commenté cette initiative, déclarant qu'il était impératif d'envoyer le message que toute attaque contre les Américains entraînerait un coup. La question de permettre un changement de sexe pour les mineurs est apparue jeudi dernier lors d'une audition du Sénat américain pour un poste au cabinet. Cette question est apparue car la candidate avait soutenu cette idée. La candidate du président Biden pour le poste d'adjointe au ministère de la Santé, la Dr Rachel Levine, a été interrogée par le sénateur Rand Paul.
Dr Levine, vous soutenez l'idée de permettre à des mineurs de recevoir des inhibiteurs d'hormones pour empêcher la puberté ainsi que des interventions chirurgicales sur les organes génitaux. Dr Levine, est-ce que vous pensez que des mineurs sont capables de prendre des décisions aussi importantes comme changer de sexe? La candidate Rachel Levine est ouvertement transgenre. Selon les premiers rapports, Levine a donné des conférences sur la façon d'effectuer des changements de sexe chez les enfants depuis au moins 2012. La médecine transgenre est très complexe et nuancée. Nous avons une recherche solide et des standards de soins qui ont évolué. Le sénateur Paul a rappelé que la société américaine est en train de normaliser la prise d'hormones chez les mineurs. Il indique toutefois quelques problèmes sur cette question. Comme une mutilation chirurgicale, toute interruption médicale de la puberté peut de manière permanente altérer et empêcher d'autres caractéristiques sexuelles. L'Association américaine des pédiatres a indiqué dans un rapport qu'entre 80 à 95% d'enfants prépubères avec des troubles du genre se résolvent en fin d'adolescence, s'ils ne sont pas exposés à des interventions médicales et l'affirmation sociale. Selon lui, les mineurs ne devraient pas prendre de décisions qui changent leur vie, comme le changement de sexe, et les parents devraient être impliqués. Vous êtes prête à laisser un mineur prendre des testostérones qui empêchent sa puberté, et vous pensez qu'il peut les récupérer? Vous donnez à une femme suffisamment de testostérone pour qu'elle se laisse pousser une barbe. Vous pensez qu'elle va redevenir une femme quand elle va arrêter? Vous les avez modifiés de façon permanente. L'infertilité est un autre problème. Aucun de ces médicaments n'a été approuvé, ils sont tous utilisés sans autorisation. Le sénateur a réitéré sa question à Levine, si ce sont les mineurs qui doivent prendre ces décisions, mais Levine répète, disant que la médecine transgenre est un domaine très complexe et nuancé. Vendredi, Facebook a mis fin à une semaine sans actualité sur sa page en Australie. L'entreprise a aussi annoncé que des accords commerciaux étaient en cours avec 3 entreprises locales. Facebook a remis sa page d'actualité pour les utilisateurs australiens ce vendredi, mettant fin à une semaine de blackout. Un jour avant, le Parlement australien a adopté une loi forçant le géant de la technologie à payer les médias locaux pour l'utilisation de leur contenu. Le Canada et d'autres pays ont dit être intéressés par des réformes similaires. C'est à la suite d'une impasse entre Facebook et le gouvernement au sujet de cette loi et le choix drastique de l'entreprise de bloquer l'accès et le partage de sa page d'actualité. Facebook ainsi que d'autres géants de la technologie comme Google ont fait campagne contre cette loi, prétendant qu'elle était impossible à mettre en place. Un nombre de concessions ont été faites pour apaiser la situation, donnant plus de temps à Facebook pour trouver un accord avec les médias avant que le gouvernement n'intervienne et les force à payer. Le Premier ministre Scott Morrison a célébré cette loi vendredi. Les géants de la technologie sont en train de changer le monde, mais on ne peut pas les laisser diriger le monde. Cela fait de l'Australie le premier pays où le gouvernement peut fixer le prix que Facebook ou Google paient pour de l'actualité ou d'autres contenus si des accords privés ne sont pas trouvés. Certains Australiens, comme l'architecte Andrew Ben, ne sont pas impressionnés par les tactiques de Facebook. L'image que j'ai de ces entreprises s'est détériorée, donc je vais activement chercher à ne pas utiliser Facebook désormais. J'ai trouvé très contrariant ce qu'ils ont fait. Suite à la nouvelle, en début de semaine dernière, Facebook avait trouvé un accord avec l'une des chaînes de télévision majeures en Australie. On a aussi dit qu'ils avaient trouvé des accords avec 3 plus petits acteurs. Schwartz Media, Solstice Media et Private Media détiennent tous des journaux hebdomadaires et des magazines en ligne. Facebook n'a pas dévoilé le prix. Ces accords non contraignants ont calmé les peurs des plus petits acteurs qui craignaient d'être mis de côté. Les Nations Unies ont donné des informations sur les dissidents chinois au régime communiste chinois. C'est ce que révèlent des fuites de courriels datant de 2012. Un ensemble de courriels ayant fait l'objet d'une fuite a révélé que des responsables des droits de l'homme de l'ONU ont donné les noms de dissidents chinois au Parti communiste chinois ou PCC. Juste avant que les dissidents ne témoignent contre les violations des droits de l'homme commises par le PCC à Genève. Cela peut les mettre en danger, eux et leurs familles en Chine. L'un des courriels était daté de 2012. Il montre qu'un fonctionnaire de l'ONU listant 2 dissidents par leur nom et confirmant qu'ils devaient y assister. Une lanceuse d'alerte travaillant à l'ONU a révélé ce scandale pour la première fois en 2020. Elle aurait subi des représailles pour l'avoir fait. 2 équipes de recherche distinctes ont affirmé qu'ils ont trouvé un nouveau variant du virus dans la cité de New York, porteur de mutations qui pourrait l'aider à échapper à la réponse immunitaire naturelle du corps et au traitement par anticorps. La recherche a été conduite séparément par l'Université de Columbia et Caltech. Aucun des résultats n'a été évalué par les pairs ou n'a été publié dans une revue scientifique.
Le nouveau variant, porteur de 2 mutations, a été observé pour la première fois à New York en novembre. À la mi-février, il représentait plus d'un quart des cas dans la ville. Imaginez que vous venez de passer 10 ans en prison. Vous n'aimeriez probablement pas ceux qui vous ont mis derrière les barreaux. Mais pour un milliardaire chinois, le contraire semble être vrai. L'ancien milliardaire chinois Huang Gongyu est devenu libre après avoir purgé une peine de 10 ans. Il est le fondateur de la société de commerce d'électroménager Gome. Il se dit déterminé à redresser le sort de l'entreprise après 4 ans de pertes. L'entreprise était autrefois le deuxième plus grand détaillant d'appareils électroniques et électroménagers de Chine. Gome a publié le premier discours de Huang après sa sortie de prison sur la plateforme chinoise de médias sociaux WeChat. Beaucoup ont exprimé leur surprise d'entendre Huang chanter les louanges du Parti communiste après que le régime l'ait emprisonné pendant environ une décennie. Huang n'est pas le seul entrepreneur visée en Chine. L'entrepreneuse Wang Ruqin a également critiqué Pékin l'année dernière. En représailles, le régime a menacé les membres de sa famille et a gelé les actifs de son entreprise. Elle nous éclaire sur ce qui pourrait pousser Huang à exprimer son soutien au PCC. Ce que les médias ont rapporté n'est pas ce que Huang pense vraiment. Pour mieux le comprendre, nous ne devons pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Il est obligé de dire cela pour survivre et prospérer en Chine. En tant que président du Gome, Huang est devenu l'homme le plus riche de Chine. Il y a plus de 10 ans, il avait alors 35 ans, établissant un record en étant le plus jeune homme du pays à atteindre ce titre. Il a ensuite été arrêté et condamné pour ce que les autorités ont appelé des opérations commerciales illégales, un délit d'initié et des pots de vin. Diriger une entreprise en Chine est risqué. Le régime profite du secteur privé pour augmenter les recettes fiscales. Il est incroyable que Huang n'ait pas abandonné après avoir passé des années en prison. Huang a eu un peu de chance par rapport à d'autres milliardaires chinois dont les entreprises ont été rachetées par les autorités chinoises après leur incarcération. La femme de Huang a dirigé la société en son absence. Le couple a acheté une résidence de 41 millions de dollars à New York pendant qu'il était en prison. Epoch Times, média frère de NTD, affirme que la condamnation de Huang est le résultat de luttes politiques internes au sein du Parti communiste, citant des sources du Conseil d'État chinois. Au Royaume-Uni, le Service national de santé retire plus d'1 million de masques fabriqués en Chine pour des raisons de sécurité. Les détails en images. Le système d'alerte central du ministère de la Santé britannique a envoyé l'avis le 18 février et appelle les hôpitaux et les maisons de soins à prendre des mesures immédiates. L'avis indique que les masques Fengtian FFP3 pourraient ne pas répondre aux spécifications essentielles du ministère de la Santé. Pendant que l'enquête se poursuit, les hôpitaux et les maisons de soins devraient cesser d'utiliser les masques. Les masques FFP3 sont commercialisés comme étant efficaces à 99% contre les maladies infectieuses transmises par l'air. Selon le site web du ministère de la Santé britannique, les masques FFP3 sont utilisés lorsque le personnel médical doit effectuer des procédures générant des aérosols potentiellement infectieux, par exemple lorsqu'un patient est confirmé ou suspecté d'être porteur du virus du PCC. Le ministère indique également qu'il cherche à confirmer l'origine de la fabrication. Le fabricant Suzu Fengtian Industries a déclaré à la BBC qu'il n'a jamais fourni l'entreprise citée dans l'alerte. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.